Bonsoir à tous. Je vous invite à prendre place pour qu'on puisse démarrer la conférence, s'il vous plaît. Et je profite, avant de démarrer cette session, pour vous rappeler que les cars pour partir ce soir à l'hôtel de ville partiront à partir de 19h45, juste devant le bâtiment ici, devant l'amphi 300, devant cette entrée-là. Et ça s'étalera, les départs, il y a 5 départs de 19h45 à 19h55. Et le retour est prévu vers 23h30. Voilà. Je laisse la parole maintenant à M. Vigourou et M. Delfrécy pour cette dernière session de la journée. Bien, chers amis, il me revient d'introduire cette séance et d'accueillir le professeur Jean-François Delfrécy, président du Comité consultatif national d'éthique, sur un sujet à la fois pratique et vertigineux, dont l'actualité venue de Chine tout récemment nous rappelle que ce n'est plus tout à fait un sujet de science-fiction. Nous allons parler éthique et génomique, et ceci dans le droit fil de l'avis 129 dont il a été question lors de la session précédente. Alors, nous sommes tous témoins, beaucoup d'entre vous êtes acteurs directement des progrès fulgurants de la science et de la médecine qui ont permis de prolonger la vie, de chroniciser des patients voués jusqu'alors à une mort à court terme, ou d'améliorer en tout cas fortement la vie des personnes malades ou handicapées. Alors, bien des techniques qui ont été longtemps qualifiées encore d'innovantes sont déjà banalisées pour transformer l'homme. Les pacemakers, les défibrillateurs implantables, c'est courant, ou encore la chirurgie réfractive pour passer d'une vision, par exemple, qui était de 4 et 5, non pas à 10-10, mais à 12-12, c'est l'homme augmenté version banale, ou plus proche de notre sujet, le diagnostic préimplantatoire qui est admis pour sélectionner en vue d'une grossesse des embryons qui soient indemnes de l'affection génétique recherchée. Ça, c'était l'avis 107 du Comité consultatif national d'éthique. Une partie de ces progrès sont liés à ceux des biotechnologies, de l'informatique, des sciences cognitives, et c'est ainsi que l'on voit apparaître des prothèses commandées par la pensée grâce à des puces électroniques placées dans le cerveau, des interfaces cerveau-ordinateur pour permettre à des patients de communiquer, d'écrire, ou encore, c'est expérimenté dans au moins 2 de nos CHU, des implants oculaires qui permettent à des personnes aveugles de voir à nouveau, aujourd'hui de voir des amas de pixels et demain certainement des paysages. Mais c'est surtout dans le domaine de la génomique que la recherche est la plus spectaculaire, notamment avec la possibilité de reprogrammer n'importe quelle cellule souche adulte prélevée, et aussi avec les perspectives extraordinaires ouvertes par la technique CRISPR-Cas9, dite de ciseaux moléculaires, qui a été découverte, ou plutôt co-découverte en 2012 par la Française Emmanuelle Charpentier, et qui permet d'intervenir sur le génome, y compris, là aussi c'est dans l'avis 129 dont vous allez parler, y compris d'intervenir sur le génome germinal, ce qui est interdit en France, parce que cela signifie possibilité de transmission à la descendance des modifications de l'ADN. Et c'est là que la question éthique surgit dans toute son ampleur, mais avec ceci de particulier que si la science est à peu près alignée sur tous les continents, on est loin d'un alignement sur le plan de l'éthique. On le voit tout banalement avec le séquençage du génome. C'est une pratique qui est aujourd'hui interdite en France sous peine de sanctions pénales. Il est interdit d'accéder au séquençage de son génome sur Internet, mais dans les faits, il est totalement accessible à tous. Il est proposé par des sociétés privées installées à l'étranger. Vous avez peut-être vu récemment, il y a eu un reportage sur ce sujet sur France 2 qui relayait quelque chose d'assez spectaculaire. Sur un plateau de télévision aux États-Unis, un suprématiste blanc militant s'était prêté à l'exploration de son génome et il a appris sur le plateau qu'il avait 20% de gènes originaires du sud du Sahara. Ça a été un certain choc. L'animatrice noire lui est tombée dans les bras avec un grand sourire en l'appelant mon frère, dans un immense éclat de rire. Et lui, c'était un rire jaune de ce blanc qui se découvrait noir. On peut douter, on peut s'étonner, on peut
s'émouvoir de tout ça, mais on l'a vu aussi avec consternation tout récemment, avec le biologiste chinois dont je parlais tout à l'heure, et Zhang Kui, qui a annoncé le 26 novembre, c'est tout récent, la naissance, il a précisé en bonne santé, c'est la moindre des choses, de bébés, des jumelles, génétiquement modifiés, les premiers individus OGM. Alors, celui qui a été tout de suite qualifié de Frankenstein chinois s'est défendu en disant que si ce n'était pas moi, quelqu'un d'autre l'aurait fait. On avait déjà entendu cette phrase à Nuremberg. Demain, toutes ces techniques pourraient, comme dans les œuvres de science-fiction, quelqu'un a cité tout à l'heure Bienvenue à Gattaca, pourraient permettre de repousser les limites de la condition humaine en effaçant le risque de la maladie, de la faiblesse, du handicap, du déficit intellectuel, en supprimant la vieillesse aussi. Et vous savez que derrière cette perspective, il y a toute une idéologie qui est défendue depuis quelques années par les transhumanistes, qui voient dans toutes ces prouesses technologiques, on n'ose pas dire ces progrès technologiques, la possibilité d'approcher l'immortalité. Alors, il ne s'agit pas, et c'est ça qui est très troublant, de quelques utopistes isolés, mais de fondations et d'entreprises de la Silicon Valley qui investissent des milliards de dollars et font travailler quelques-uns des plus brillants chercheurs de la planète. Alors, on peut douter, on peut sourire, et en fait, d'immortalité, se rappeler la formule de Woody Allen, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. On peut aussi développer une inquiétude majeure et appeler au secours la réflexion éthique pour replacer l'homme au centre et donner des repères alors que nous sommes en risque réel de créer des individus nouveaux et donc une société totalement nouvelle. Jusqu'où doit-on aller dans l'intervention sur le génome qui peut virer à la course au surhomme? Est-ce qu'on doit même poursuivre ce type de recherche? Mais est-ce que c'est raisonnable de répondre par un non absolu quand d'autres pays ayant des bases culturelles et éthiques très différentes, comme la Chine plusieurs fois citée, avancent eux sans scrupule ou reculent sans scrupule, ça dépend comment on voit les choses. Alors quelle serait cette société nouvelle qui est en risque? Certains ont dit qu'on irait vers un monde de vieillards pusillanimes qui vivraient dans la terreur quotidienne, non plus de la maladie donc, mais de l'accident qui interromprait leur éternité. D'autres ont décrit dans des romans cet homme forcément beau, intelligent, sûrement grand aux yeux bleus, en tout cas hermétique aux maladies, et qui regarderait les humains naturels, parfois ses frères et sœurs aînés qui n'auraient pas bénéficié de la technique, qui les regarderaient avec un profond mépris comme des sous-hommes. Car il y a un roman qui a été fait sur cette question par l'inévitable sur ce sujet Laurent Alexandre, un roman assez percutant qui s'appelle Adrien Humain 2.0. Parce que c'est un roman aujourd'hui, mais est-ce qu'on est bien sûr que nous refuserons de prêter dans quelques années à nos petits-enfants qui nous le demanderont les 1 000 € pour une intervention sur le génome dans le but de protéger l'enfant à naître de l'Alzheimer qui est si fréquent dans la famille, ou de le mettre à l'abri du cancer, ou, plus délicat, de lui permettre de mesurer au moins 1,80 m pour ne pas être moqué dans les cours de récréation pour sa petite taille, comme l'ont été tous les hommes de la famille depuis des générations. Et que leur dirons-nous lorsqu'ils ajouteront que pour 500 € de plus, s'il te plaît, on peut lui garantir un QI de 120. Alors, sommes-nous bien sûrs que nous le leur refuserons? Alors, je vous entends penser, halte au feu, direz-vous, restons-en à la science et ne nous affolons pas pour ce qui sont des propos de science-fiction. Et vous aurez largement raison. Chacun sait par exemple que le QI ne dépend que partiellement des gènes et que cet indicateur, à supposer qu'il soit lui-même pertinent, a bien d'autres déterminants comme l'environnement familial, social, comme l'accès à la santé ou à l'éducation, et que l'ineptie d'une banque de sperme de Nobel avait été largement démontrée. Vous aurez donc largement raison de douter, largement mais pas totalement, parce que l'actualité nous interpelle bel et bien. Alors, cher professeur Delfraissy, ce sera la première question.
Comment réagissez-vous à cette nouvelle un peu inquiétante venue de Chine et comment faut-il aborder le sujet pour que l'on puisse encore longtemps maintenir arrimés les deux termes de génomique et d'éthique? Merci beaucoup pour cette introduction. Vous avez finalement abordé plein de sujets. C'est vrai que cette histoire chinoise récente nous a tous beaucoup interpellés parce que pour la première fois, ces nouvelles techniques de ciseaux génétiques étaient utilisées sur des cellules germinales. Donc je reviendrai plus en détail sur la suite. Elle montre aussi que dans ce monde où la science n'a pas de frontières, le monde chinois, qui est devenu une très grande puissance scientifique, où les postdocs chinois qui étaient formés jusqu'à maintenant et qui allaient en grande partie aux États-Unis sur la côte ouest, et qui maintenant restent en Chine avec des investissements de recherche qui sont profonds, ils sont néanmoins, moi j'ose le dire, quels que soient les intérêts des collaborations franco-chinoises ou sino-françaises, ils sont à un niveau de bioéthique qui est à un niveau 3.0. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas progresser, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur tendre la main, mais il faut aussi dire la vérité. C'est le type de ce qui s'est passé en Chine n'était pas possible dans un modèle français, hein, en raison de la construction de ce qui est ce qu'est la recherche clinique et un certain nombre de garde-fous qui ont pu être mis en place, tant au niveau français d'ailleurs, je dirais, qu'au niveau européen. Même si la question peut se poser et va se poser encore. Pour illustrer aussi, les autorités chinoises ont rétropédalé en disant qu'ils se dissociaient complètement de cette aventure de modification du génome germinal. Néanmoins, ils le savaient, c'est-à-dire qu'ils l'ont en partie laissé faire. Un autre exemple de pourquoi je suis assez dur sur la vision chinoise actuellement en termes de bioéthique, c'est qu'il faut le répéter. Il existe, et malgré les appels de la communauté occidentale sur le sujet, il continue à y avoir un trafic de dons d'organes vendus à partir des condamnés à mort dans les prisons chinoises. Et alors on peut avoir une collaboration avec la Chine, mais il faut savoir où on met les pieds. Sur un certain nombre, et j'ai d'autres exemples, en particulier sur la prise en charge ou la non prise en charge des patients séropositifs pour le VIH, qui est un domaine que j'ai bien connu dans ma vie antérieure, qui illustre bien qu'on a bien une vision internationale de la science, on n'a pas une vision internationale de la bioéthique. Alors, mais je reviendrai plus en détail sur cet aspect des enjeux des ciseaux moléculaires. Juste peut-être pour introduire de façon globale les enjeux qui se posent. Certains d'entre vous qui êtes dans la salle, vous me connaissez, je suis fondamentalement un scientifique qui a été nommé à la direction du Comité national d'éthique. Et donc, voilà, il savait ce qu'il faisait en me nommant, il nommait un scientifique qui avait travaillé qui avait sa vie entière qui avait été consacrée, je dirais, sur des aspects de progression de la science. Et donc, je ne vais pas renier ma vie sous prétexte que j'arrive à la direction du CCNE. Et donc, je pense que la science est fondamentale, que la science doit avancer et qu'on n'empêche pas la science d'avancer. Hein. Je pars de ce principe-là, mais on peut l'interpeller et la réguler. Peut-être certains d'entre vous ont oublié dans quelles conditions s'est mis en place la bioéthique moderne. Elle s'est mise en place à partir du deuxième procès de Nuremberg, hein, avec les expériences qui avaient été réalisées par les médecins nazis dans les camps avec d'ordre physiopathogénique. Ce qui est intéressant et qui n'était pas connu et qui a été ressorti récemment dans différents articles, c'est que quand on regarde qui étaient ces médecins nazis qui avaient la toute main sur ces expériences totalement abominables, ce n'étaient pas des petits médecins. C'était les grands patrons de Berlin et de Munich.
La médecine allemande entre la guerre de 14-18 et la guerre de 40 était une médecine extrêmement puissante, beaucoup plus en avance que la médecine française sur certains sujets. Et c'est l'intelligentsia allemande qui, dans ce phénomène de nazisme, entre guillemets, s'est fourvoyée et a laissé passer un certain nombre de barrières au-dessus, finalement, de ce qui était une vision médicale raisonnée et raisonnable. Donc, c'est-à-dire que c'est arrivé une fois, et c'est arrivé une fois à un très haut niveau. Et ça doit quand même beaucoup nous interpeller. Est-on bien sûr que ça ne peut pas arriver une deuxième fois? Est-on bien sûr que l'ensemble des modèles que nous avons mis en place, à partir de là, sous une forme bien sûr différente, sous une forme actualisée, sous une forme de 2019-2020, est-on à l'abri complète de dérives, y compris au plus haut niveau scientifique? Et on a malheureusement quelques exemples, sans parler des Chinois, j'ai tapé sur les Chinois au départ, parce que vous me posiez la question, mais on a quelques dérives qui existent, et vous l'avez rappelé, qui existent actuellement aussi en Californie, et qui existent à partir aussi d'un certain nombre de gens très éminents qui ont même reçu des prix Nobel de médecine. Donc mon message de démarrage est de dire la bioéthique, c'est quelque chose de complexe, c'est quelque chose de précieux, comme je l'ai indiqué, qui est une sorte de pont entre les avancées scientifiques qui ne veulent pas dire toujours progrès, et puis finalement ce mouvement et ces évolutions sociétales, et pour conserver une sorte de chemin qui peut évoluer, ce droit chemin qui peut évoluer, et sur lequel il faut bien sûr qu'on laisse avancer la science, tout en se posant un certain nombre de questionnements. Alors je voudrais juste, là maintenant, vous parler de deux grands points. Vous rappelez très vite ce que je vous indiquais tout à l'heure sur la révision de la loi de bioéthique, et peut-être sans rentrer dans le détail, est-ce que, oui, voilà, sur ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, où est-ce qu'on en est? Par rapport à ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire les états généraux qui ont essayé finalement de faire partager à nos concitoyens ces questions difficiles, se sont déroulés jusqu'au mois de juin, et puis il y a eu l'avis ensuite du Comité national d'éthique, l'avis 129, qui était notre prise de position sur un certain nombre de ces sujets. Et puis il y a eu aussi un avis du Conseil d'État sur les aspects juridiques, qui a été assez ouvert sur finalement un certain nombre de situations. Et on était à la fin, je dirais, à l'automne, c'est ce qui avait été demandé. Et je le dis devant vous, bien sûr qu'on a une relation avec le politique sur une loi aussi sensible, mais on n'a reçu aucun ordre du politique. Le CCNE est un organisme indépendant, et ceux qui me connaissent savent que je le suis, que j'y veille avec une grande attention. Sauf sur un point, eh bien, écoutez, essayez d'avoir mené les états généraux et d'avoir votre propre avis, si vous en avez un, ensuite à nous confier, pour l'automne de 2018, parce qu'on souhaiterait déposer la loi avant la fin 2018. Et donc, nous avions un schéma assez bien construit, des états généraux, des avis divers, puis ensuite une proposition de loi qui devait arriver maintenant, qui aurait dû arriver maintenant. Et puis, les circonstances politiques, les circonstances sociétales, qui rejoignent d'ailleurs un certain nombre de grands questionnements, font qu'il n'y aura pas de dépôt de loi maintenant, et que cette loi va être décalée en raison des différents événements, qu'ensuite on a les élections européennes, et que je m'attends probablement à un dépôt de loi, pas avant le mois de mai ou le mois de juin, ce qui évidemment laisse un temps un peu long, entre guillemets, entre un processus assez innovant qui était cette consultation citoyenne et cette réflexion globale que je vous ai décrite tout à l'heure, et puis le temps du dépôt de la loi. Et puis vous savez que c'est pas parce que la loi est déposée, c'est une loi qui sera déposée en interministériel par à la fois la santé, la recherche et le juridique. Ensuite, il y a une discussion parlementaire, et c'est très particulier cette loi de bioéthique en France, puisque sur la loi de bioéthique, et ça c'est une coutume depuis depuis les 3 dernières lois de bioéthique, il y a une liberté de vote au niveau de chacun des députés ou des sénateurs sur ces sujets sociétaux. Même si on peut imaginer qu'il y a évidemment des grandes directions qui sont prises au niveau de certains partis, mais globalement, il y a une liberté de vote, et je m'attends
à ce que sur des sujets difficiles, on retombe sur des débats extrêmement complexes. Donc voilà, donc le schéma qui était programmé n'aura pas tout à fait lieu, et on va avoir un décalage du dépôt de cette loi, et qui aura lieu probablement plus tôt, dans le deuxième trimestre, après les élections européennes, je pense, de 2019. Alors, juste sur certains points que je vous ai indiqués tout à l'heure, c'était les sujets. De quoi avons-nous discuté lors de ces états généraux? Vous avez le listing des sujets qui étaient à l'agenda, et donc je vous ai rappelé qu'on avait 2 nouveaux sujets, qui étaient l'intelligence artificielle, le numérique et santé, et puis santé et environnement. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, puis vous voyez les autres sujets qui sont plus les sujets de la loi de bioéthique habituelle, dont la génomique, dont la recherche sur l'embryon, dont on va reparler, et puis des aspects aussi sur, bien sûr, la transplantation d'organes, les neurosciences, et puis ces 2 sujets autour de la procréation, et ce dont ont parlé beaucoup les journalistes sur l'ouverture de l'AMP sur les femmes seules et les couples de femmes, mais on va voir qu'il y avait bien d'autres sujets sur la procréation, et puis le sujet sur la fin de vie, que le CCNE avait souhaité mettre à l'agenda, parce que, une fois de plus, ce n'est pas un sujet de bioéthique. On a une loi récente avec la loi Claes-Leonetti, avec M. Claes qui est ici à Poitiers, et avec une loi où vous l'avez vécu, qui est mal connue des professionnels, mal connue des Français, mal connue des citoyens, et où il est urgent de s'emparer de cette loi, hein, et où finalement, autant on n'a pas trouvé un consensus sur l'aspect de procréation, autant sur la vision qu'en France, dans un grand pays comme le nôtre, on peut faire mieux sur la fin de vie, et qu'il y a un consensus pour faire mieux, et que voilà, c'est ce que vous vivez, vous, comme professionnel de santé, sur une vieille dame qui arrive d'un EHPAD, qui ne veut plus la prendre en charge sur la dernière partie, les derniers jours, qui arrive aux urgences, qui arrive aux urgences d'un hôpital, et qui n'est pas pris par les services parce que ça ne relève pas d'eux, qui est donc mis dans les services d'urgence et qui va finir par décéder dans des conditions qui ne sont pas les bonnes, c'est des choses qu'on ne veut plus voir. Et il y a moyen de ne plus les voir avec la loi Claes-Leonetti, à partir du moment où on s'en empare, où il y a un vrai plan autour de ça. Donc c'est la recommandation du CCNE, et de ne pas aller plus loin, et que sur les aspects d'euthanasie et de suicide assisté, puisque avec la loi telle qu'elle est et qu'elle pourrait être appliquée, eh bien, on arrive à résoudre probablement plus de 95% des cas. Et après, sur les situations les plus particulièrement difficiles, voilà, on pourra peut-être ensuite se poser de nouvelles questions. Alors, voilà les sujets qui ont été abordés. Et j'en profite parce que vous êtes les bons interlocuteurs pour le dire. Il y a un 10e sujet qui est sorti au cours de ces états généraux de la bioéthique, que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est de la part de l'ensemble des concitoyens, quels que soient les outils qui ont été utilisés entre les débats, les auditions, le site web, etc. C'est la place du citoyen dans le système de soins et dans la médecine du futur. Cette inquiétude, hein, avec quand même quelques points qui ont été évoqués, un doute et une certaine méfiance qui commence à s'installer en France sur les professionnels de santé. Moi, c'est très dur pour moi, pour ma génération, hein. C'est une chose qu'on avait évitée. On a travaillé dans la confiance, hein, et c'est quelque chose qui est très particulier au modèle français, de la confiance réciproque entre son médecin et le patient, contrairement au modèle anglo-saxon. Eh bien, là, on a à la fois un doute, des questionnements sur leur lien d'intérêt, des questionnements aussi sur un certain nombre d'avancées scientifiques, sont-elles vraiment source de progrès, hein, ce que j'évoquais tout à fait au départ. Et donc, vous voyez qu'on est dans une situation d'évolutivité, auquel il faut qu'on fasse tous attention, et on sent bien que c'est inhérent à la situation actuelle, où on le voit sur d'autres sujets. Eh bien, voilà, rétablir la confiance sur un certain nombre de grands points est un des éléments, mais que nous avons aussi dans la santé, et qui s'expriment plus facilement dans la santé, et qui s'exprimaient avant les événements actuels, parce que ça les touche tous, ça nous touche tous. Ça, c'est le premier point. Le second, et moi je le pense vraiment profondément, alors, sur l'évolution de vos structures et de nos structures, c'est la place du citoyen et de l'usager de santé
dans la gouvernance de ce que sera les nouveaux CHR et les nouveaux CHU. Et ils demandent, hein, et que ce ne soit pas uniquement un strapontin sur lequel... mais une vraie demande de positionnement. Vous allez me dire, mais on a fait des choses, il y a déjà toute une série de choses qui existent. Oui, mais enfin, moi, le médecin que je suis, vous dit, on peut mieux faire tous. Hein. Alors, je l'ai vécu, moi, en tant que directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida, où alors, c'est un modèle un peu particulier, qui n'est pas généralisable à tous, encore que sur les maladies chroniques, la place des diabétiques, enfin, il y a beaucoup de points qui peuvent être, je dirais, passés de ce modèle un peu exceptionnel qui a été le VIH sur les autres modèles. Eh bien, en tout cas, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça sort des États généraux, il y a une vraie demande de positionnement, de gouvernance du citoyen pour les années qui viennent. Et moi, je pense que c'est fondamental, parce que dans les choix qui vont être extrêmement difficiles, sur les choix économiques, sur l'accès à l'innovation thérapeutique, aux coûts fantastiques que représentent certaines innovations, comment le décider? C'est pas seulement les administratifs qui vont le décider, c'est pas seulement les directeurs, pas seulement les médecins. Il faut que les citoyens soient au cœur de ce débat. Et en tout cas, ils le réclament. Donc c'est le message que je souhaitais vous faire passer. Et je vais revenir à la génomique, je vous rassure, parce qu'il est issu des États généraux de la bioéthique. Hein. Et ça, on sent bien, après quand on écoute ce qui se passe actuellement sur les autres sujets, cette écoute finalement du citoyen de base sur un certain nombre de nos modèles de gouvernance sur lesquels on a plus ou moins tenu compte de ça, parce qu'on pense savoir, on pense en tant qu'expert ou en tant que haut administratif, vous pensez savoir également, eh bien, je pense que vous savez, je sais aussi, mais qu'il faut que ce savoir soit partagé avec une place plus importante pour les usagers de santé. Hein, et que du coup, la vie, c'est du pouvoir et du contre-pouvoir, et donc il faut qu'il y ait une place qui soit institutionnalisée de façon beaucoup plus importante qu'elle ne l'a été jusqu'à aujourd'hui, en tout cas dans notre modèle français très particulier, une fois de plus, associé à ce phénomène de redistribution. Alors, si maintenant je reviens sur les aspects plus scientifiques et sur les aspects autour de la génomique et des autres enjeux. Ne regardez pas les slides, on va si peut-être quand même, je vais passer là-dessus. Je vais essayer d'arriver à la génétique. Voilà. Je voudrais d'abord juste vous indiquer que l'intérêt d'une loi consacrée à la bioéthique, moi j'en étais pas persuadé il y a 1 an et demi. Hein. Honnêtement, vous savez qu'il y a 50% des renouvellements des connaissances en sciences tous les 5 ans. Donc faire une loi qui, tous les 5 à 7 ans, est-ce que c'est totalement raisonnable? Est-ce que l'aborder en prenant certains sujets ne serait-il pas finalement plus performant? Puis maintenant, non, j'ai changé d'avis. Les États généraux m'ont fait changer d'avis. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que, à côté des grands sujets, la génomique, les big data, bon, eh bien, là où ça allume et là où les grandes questions de bioéthique se posent, c'est quand on a la conjonction des deux. Et je voudrais démarrer, avant d'arriver à génomique proprement dit, par vous donner un très bon exemple qui, je trouve, et que vous allez tous, que vous connaissez, mais je voudrais vous le redisséquer encore une fois. Dans le domaine de la procréation, les médias ont essentiellement parlé, beaucoup portés par de grandes associations. Est-ce qu'on va aller vers une ouverture de l'AMP sur les femmes seules ou les couples de femmes? Mais il y a 2 autres sujets qui sont sortis. Et qui sont d'une vraie discussion sur cette loi de bioéthique, c'est la cryoconservation des ovocytes en raison finalement de maternité plus tardive et d'un désir d'enfant retardé, entre guillemets. Ça, c'est un premier sujet. Puis un deuxième sujet qui illustre bien les questions de bioéthique de 2018-2019, qui est l'accès aux origines. Alors, vous l'avez évoqué un tout petit peu dans votre exposé introductif, reprenons-le plus en détail. Les sécos, 30 ans de sécos ou 35 ans de sécos derrière nous, fondés sur des grands principes éthiques, qui est le don anonyme et gratuit. On fait ça, c'est un don individuel vers les autres. Essentiellement portant sur les gamètes
masculines, un peu moins sur les gamètes, sur les ovocytes. Donc, travail important, le dogme, le don est anonyme et gratuit. Les familles, sans qu'il y ait besoin de loi, parce qu'en France, on a toujours tendance à vouloir résoudre ça dans le problème d'une loi, mais il se passe des choses au niveau sociétal, heureusement d'ailleurs, sans les lois, qui ne disaient rien au départ à leurs enfants, l'ont progressivement dit, d'abord assez tardivement, et maintenant on admet qu'à peu près 60% des familles le dit à ses enfants issus d'un don de gamètes à l'âge de l'adolescence. Deuxième étape, un certain nombre de ces enfants, nés de dons de gamètes, souhaitent, réclament, et là on est bien sûr dans une vision qui touche à un principe de l'autonomie, une vision individuelle, qui s'oppose plutôt au collectif, qui était la première étape, souhaitent avoir un retour, une série d'informations sur d'où viennent les gamètes à partir desquelles j'ai été conçu. Et ça se heurte évidemment au dogme qui est le don anonyme et gratuit. Donc, un certain nombre de jeunes hommes en particulier qui réclament un certain nombre d'informations. Troisième étape, arrive là l'innovation technologique et l'irruption de l'innovation technologique qui est double. À la fois, c'est le séquençage à haut débit et les banques de données de génome, et puis les big data. Alors, l'histoire, vous la connaissez, mais je vous la répète parce que je trouve qu'elle illustre bien les enjeux de cette loi, c'est-à-dire qu'elle touche différentes disciplines. Cette banque de données qui existe au niveau des Mormons, à Salt Lake City, en Utah, les Mormons, dans leur vision, ils ont toujours eu comment rapprocher, montrer que finalement il y avait des passages dans les populations et qu'elles étaient beaucoup plus liées qu'on ne voulait bien le dire. On consacrait beaucoup d'argent à une période sur les arbres généalogiques, sur l'arrivée de l'informatique pour constituer ces arbres, sur les logiciels. Et puis on prit le virage technologique, et on constituait une base de données avec l'autorisation, avec le consentement des gens qui rentrent dans cette base de données, où il y a plusieurs millions de données, plusieurs millions de donneurs, où il y a un séquençage à haut débit du DNA de ces personnes, et puis des données sociétales. Et donc vous avez un certain nombre de ce qu'on a considéré initialement comme des startups, qui sont plus tout à fait des startups, qui sont de grandes compagnies, soit israéliennes, soit américaines, qui proposent sur Internet ce que vous évoquiez, avec une baisse des tarifs qui est considérable, qui est maintenant de l'ordre de quelques centaines de dollars et qui va encore baisser beaucoup dans les années qui viennent, qui vous prennent un bout de salive ou un bout de sang et qui font du séquençage, qui comparent, qui payent d'ailleurs la banque de Mormons pour avoir accès à la base, qui font une analyse qu'on appelle phylogénétique du séquençage et de comparaison, et puis ils tombent sur 3 personnes. L'une est à Valparaiso, l'autre est à Osaka, puis il y en a une troisième qui est à Toulouse, et la personne qui demandait, qui avait essayé de savoir une information, elle est à Perpignan, et à partir de là, vous avez vu qu'il y a quelques cas en France qui ont pu retrouver le père d'origine, entre guillemets, et puis que c'est la même chose en Allemagne, et que c'est en train de se généraliser. Alors, sur ce sujet-là, ça montre bien qu'il y a l'éruption technologique qui n'est pas cadrée par la loi, puisque c'est interdit par la loi, comme vous l'avez très bien rappelé, sauf qu'il y a par exemple de la pub sur BFM Télé, avant qu'ils se spécialisent dans les auditions des Gilets jaunes. Bon. Sur lequel on pourrait d'ailleurs rediscuter, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Mais vous avez de la pub à 22h sur « Faites-vous séquencer pour connaître vos origines ». Donc on a une loi qui interdit en France et une loi qui laisse faire, parce qu'elle n'a pas les moyens d'interdire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a un dogme, on a un besoin d'autonomie, un besoin personnel, et au nom de quoi refuser? Sauf que les donneurs ont donné parce que c'était de façon anonyme et gratuite, et que, vous le savez, on manque de donneurs dans les sécos. Et puis ensuite, une éruption technologique qui fait que tout ça est laminé, et peut être laminé si on ne bouge pas. Donc c'est pour vous indiquer ça, cet exemple sur lequel je me suis arrêté un peu longuement peut-être, mais pour que vous compreniez bien comment, finalement, quand on parle sur des sujets de bioéthique,
et issus des innovations technologiques ou des avancées de la science, comment se confiner seulement à la génomique est intéressant, mais est très insuffisant, puisque là où ça allume une fois de plus, c'est génomique et big data, et puis c'est la même chose en neurosciences, c'est la même chose. C'est donc sur l'ensemble de ces sujets où la complexité arrive. Alors si je reviens maintenant à génomique, il y a deux choses qui ont... La génomique, c'est une vieille science, hein. C'est 20 ans, 25 ans, voire plus même. Et donc, c'est la maturation de cette science qui fait qu'on arrive maintenant à poser des questions et qui interpellent la société, hein, et qui posent donc une série de problématiques. Parce que quand la science n'est que science, bon, dans un premier temps, il n'y a pas d'enjeu. Les enjeux sont doubles. D'une part, les innovations technologiques, qui ne sont pas des avancées scientifiques, ou le séquençage à haut débit du génome humain, et c'est beaucoup simplifié, hein. La première séquence du génome humain, c'est deux grands consortiums américains et internationaux qui travaillent sur le sujet il y a maintenant 15 ans, 16 ans, 500 personnes, 2 bâtiments, 18 mois de boulot pour avoir une première séquence. Et maintenant, somme toute, si vous donnez un peu de salive ou un peu de sang sur un certain nombre de grands instituts, on peut avoir peut-être pas l'ensemble de la séquence, mais une bonne partie de la séquence de ce qu'on connaît en moins de 48 heures, pour quelques centaines d'euros. Bon. Donc, évidemment, ça change complètement la donne. Après, ça ne veut pas dire qu'on explique tout avec la séquence, loin de là, je vais mettre un certain nombre de bémols. Le deuxième point pour lequel la génomique interpelle, c'est en effet cette affaire des ciseaux génétiques et des techniques de type CRISPR-Cas9 qui permettent d'aller, dans des conditions qu'on ne connaît pas encore bien, hein, tout n'est pas résolu, d'aller couper un bout de génome et de rapprocher ensuite les deux bouts, d'aller exciser finalement un gène ou un nucléotide, et ensuite voilà, de se dire si ce gène est en partie associé à une pathologie donnée, je peux éventuellement modifier le génome existant. Sans qu'on sache encore complètement si, une fois cet acte réalisé, qui est issu des techniques de génie génétique, non pas de l'homme, mais essentiellement qui ont été conçues beaucoup chez la bactérie et dans le modèle animal, ce type de technique est totalement fiable encore, hein. Il y a beaucoup d'éléments qui pensent que ce n'est pas un drame. Enfin, on ne sait pas non plus totalement s'il n'y a pas une modification juste à côté de la partie qu'on a pu exciser. Donc il y a encore quand même un certain nombre de questionnements. Donc, pourquoi, je dirais, les questions autour de la génomique se posent, c'est pour les deux raisons que je viens de vous indiquer. D'une part, l'innovation technologique qui rend accessible à tous, entre guillemets, ou en tout cas à beaucoup, avec des coûts qui se sont considérablement abaissés, et donc qui font qu'on n'est plus dans quelque chose d'insurmontable, et de l'autre côté, l'apparition de ces nouvelles techniques. Alors, sur ces deux sujets, prenons l'utilisation d'abord de la génomique et du séquençage à haut débit, et qu'en penser et comment évoluer. Une fois de plus, c'est son utilisation en dehors d'une pathologie donnée, et donc avec une prescription médicale sur une séquence de gènes qui peut être intéressée. Sinon, elle est interdite sur le grand public en dehors de cet acte médical. Et évidemment, vous avez une série de jeunes boîtes qui considèrent que, voilà, puisque c'est des coûts relativement minimes, on peut l'offrir. Vous avez dans le monde extra-français, en particulier en Israël, en particulier sur la côte est, la côte ouest des États-Unis, mais même dans d'autres pays, en Allemagne, en Angleterre, où on commence à offrir, entre guillemets, comme cadeau, dans une population jeune et active et plutôt urbaine, un séquençage. La possibilité d'avoir un séquençage. Bon. En dehors de pratiques et d'indications médicales. Donc c'est un vrai questionnement. Ces séquençages sont effectués ensuite sont centralisés
centralisé beaucoup par des compagnies essentiellement donc anglo-saxonnes, et donc le matériel part, entre guillemets, et quitte la France. Hein, par exemple, ou quitte l'Allemagne, si c'est l'Allemagne. Bon. Et donc avec une série de bases de données qui est en train de se constituer, sur lesquelles on a très peu de renseignements et de poids. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste dans l'interdiction absolue, alors même que le coût de plus en plus minime de ce genre de choses et l'illusion des personnes, entre guillemets, mal informées sur ce qu'apporte ce type de séquençage, va faire qu'il va y avoir, je ne parle pas d'une généralisation, mais en tout cas une extension des indications à titre personnel, qui vont être beaucoup plus importantes, ou est-ce qu'au contraire, on essaie d'évoluer et de cadrer ça dans un cadre beaucoup plus médical? Alors, le point en effet essentiel, c'est que l'avenir n'est pas dans nos gènes, ou il n'est pas seulement dans nos gènes. Vous l'avez très, très bien rappelé, je le re-rappelle. Hein, heureusement, il y a des choses qui sont intéressantes. Mais pour un grand public, comprendre la relation entre une mutation sur un gène donné et la fréquence de survenue de tel ou tel type de pathologie, c'est complexe quand même comme données. Vous-même, voilà, c'est pas de blanc et noir. La relation de cause à effet, elle est dans l'immense majorité des cas, elle n'existe pas. Par ailleurs, il y a à côté de la génétique classique et des mutations génomiques, il y a l'épigénétique. Hein, qui vient et qui tient compte complètement des aspects environnementaux. Donc, une partie de notre avenir est dans nos gènes, mais tout n'est pas dans nos gènes. Et comment... Donc, il est totalement illusoire, mais difficile à expliquer à la population générale, eh bien que même s'il y a un accès à un séquençage possible, eh bien ça ne résoudra pas tout. Alors, la discussion, elle est la suivante, et c'est un des points de la loi, hein, sur lequel, qui n'est pas évident du tout, hein, c'est, compte tenu de tout ça, de ce que je viens de vous raconter, de l'innovation technologique, du coût, etc., est-ce qu'on ouvre la porte, ou est-ce qu'au contraire, on reste avec une position très bloquée, en disant c'est interdit par la loi étant incapable d'interdire ce qu'elle interdit, hein, bon, c'est typiquement français, ça, ou au contraire, est-ce qu'on ouvre la porte pour remettre ça dans un circuit médical? Et où, si il y a une prescription médicale de départ et qui ne passe pas uniquement sur une prescription, par une indication, je dirais, personnelle et sur Internet, eh bien, la majorité de ces demandes va tomber, parce que la discussion avec un conseiller génétique va permettre d'expliquer, d'expliciter ce que ça représente ou ce que ça ne représente pas. Donc c'est plutôt la position du CCNE, hein, de dire... il est urgent de remettre ça dans un circuit médical contrôlé. On a les consultations de génétique avec tous les problèmes que ça pose, parce que ça veut dire que si on fait ça, il va y avoir un surcoût d'activité pour ces consultations de génétique, qui ne sont pas forcément d'ailleurs portées que par des médecins, mais qui inversement permettront d'avoir ce dialogue, et finalement on y revient toujours, hein, sur ce dialogue entre le professionnel de santé et l'usager, et c'est comme ça que se construit cette relation de confiance pour la suite. Plutôt que de dire on a une loi qui interdit, qui ne peut pas interdire, et on laisse ça finalement complètement dans une dérive commerciale. C'est un enjeu majeur, hein, parce que sur ces dispositifs, je dirais, à côté des aspects de coûts de médicaments, Business et Santé, et vous l'avez bien vu hein, dans cette enquête internationale et dans ces 3 grands papiers du monde, hein, les dispositifs médicaux et donc les dispositifs diagnostiques, hein, et en particulier si on rentre là-dedans, sont un enjeu majeur en termes de relation entre le financement de la santé et un certain nombre de nouveaux acteurs. Hein, il y a d'abord des nouveaux acteurs complets, et puis il y a des acteurs de l'industrie pharmaceutique qui ont compris qu'ils allaient être bloqués sur le coût du médicament à un certain niveau à un moment donné, et qu'il fallait qu'ils trouvent d'autres possibilités, entre guillemets, de catégories de business, et en particulier sur ces sujets-là. Donc c'est un sujet très complexe dont je n'ai pas la solution. Je vous ai donné la position du CCNE qui était plutôt d'ouvrir raisonnablement et de revenir dans un modèle médical plus classique. Je ne sais pas si la loi ira jusque-là ou pas. Dernier point sur l'utilisation des ciseaux génétiques.
Alors, bon, vous avez bien compris ce dont il s'agissait, et on a finalement deux grandes catégories. Soit on travaille sur des cellules somatiques, sur des cellules adultes, différenciées, où on essaie de corriger, avec ces ciseaux génétiques, un gène qui est muté et qui est associé dans une certaine mesure, avec une fréquence à considérer, avec associé à une pathologie. Bon, l'utilisation là de ciseaux génétiques, c'est finalement les nouvelles thérapeutiques. C'est la thérapeutique des années qui vont arriver. Ça sera limité. Enfin, le nombre de pathologies sur lesquelles on peut intervenir, monogénique est relativement faible. Mais pour ces pathologies, ça peut être véritablement intéressant. Donc je pense que là-dessus, en dehors des aspects techniques, de toute une série de questionnements qu'il peut y avoir, il n'y a pas de problème de fond éthique. Si par contre on revient aux cellules germinales, c'est-à-dire issues des gamètes ou sur l'embryon non encore réinjecté, là on modifie la lignée de descendance. Et c'est ce qu'a réalisé pour la première fois cette équipe chinoise, qui, sous un prétexte totalement fallacieux de modifier les embryons pour les rendre résistants, soi-disant, au virus VIH, ce qui est une aberration. On ne va pas traiter la population mondiale par des techniques de modification génomique pour les rendre résistants, et encore incomplètement probablement, à l'infection par le VIH. C'est une aberration de l'esprit, hein, mais néanmoins il l'a fait. Bon. Et là, il a ouvert une porte, entre guillemets, sur lequel il y a une réponse extrêmement forte de la communauté internationale, disant on ne veut pas ça. On ne veut pas rentrer dans cette stratégie de modification des gamètes. Le CCNE a lui-même fait un communiqué, d'autres l'ont fait également. On a des interactions, bien sûr, avec nos différents collègues. Et il y a une réaction extrêmement forte. Mais je ne sais pas où on va aller, hein, parce que malgré cette position extrêmement forte, qu'est-ce que va faire un très grand journal, hein, comme Science ou Nature, où il va probablement soumettre son papier? Est-ce qu'ils vont le refuser en disant le contexte éthique n'était pas respecté et par conséquent on refuse le papier, ce que un grand journal devrait faire à mes yeux, enfin moi en tout cas c'est ma position, ou au contraire est-ce que comme c'est une première, est-ce qu'il ne va pas mettre ça sur la table pour qu'il y ait une discussion de la communauté scientifique? Mais vous voyez que c'est une première là qui est majeure, parce que du coup, si on commence à toucher au patrimoine génétique de la descendance, là, en effet, les mots que vous avez évoqués autour d'eugénisme peuvent être c'est pas la priorité, bien sûr, mais peuvent dériver très rapidement. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire et est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Je réponds oui, moi. Je réponds oui. J'ai un autre exemple qui a montré que lorsqu'une communauté internationale, elle est très claire là-dessus, elle peut bloquer le système. C'est le clonage humain. Le clonage humain a été évoqué, et vous savez qu'il a été réalisé chez l'animal complètement. Il aurait pu être réalisé chez l'homme, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais il pouvait techniquement être réalisé chez l'homme, et il y a eu un consensus pour bloquer les choses. Et en tout cas, et on le saurait parce que tout se sait très vite, le clonage humain est totalement interdit depuis 10 ans parce qu'il y a eu une communauté internationale qui s'est totalement bloquée autour de ça et bloquée pour interdire, entre guillemets, en disant que la ligne rouge de la bioéthique là, a été dépassée. Eh bien, je pense qu'on est dans le même type de discussion, en tout cas pour l'instant. Mais si je me projette sur l'avenir, et si je vois une famille qui, dans une famille, a une maladie génétique associée à une mutation avec une certaine fréquence monogénique et qui a déjà, mettons, perdu 2 enfants de cardiomyopathie sévère très très jeunes, modifier finalement l'embryon et avoir une sélection de l'embryon génétiquement modifié pour éviter la pathologie sur un 3e enfant, est quelque chose qui va à un moment donné se poser. Hein, et je crois qu'il serait illusoire de ne pas voir cette question. Et donc c'est des enjeux qui sont totalement majeurs et sur lesquels la communauté internationale là, doit réfléchir et se dire jusqu'où permet-elle, ne permet-elle pas
d'avancer sur le sujet. Voilà ce que je voulais vous dire sur ces aspects de génétique. Alors, sur la loi, cet aspect de modification génomique sur les cellules somatiques, bon, voilà, il n'y a pas d'enjeu, entre guillemets, il y a des enjeux scientifiques et médicaux, mais pas d'enjeu de bioéthique. Sur les cellules, la modification des gamètes, vous avez bien compris la position, et d'ailleurs on rentre là dans le cadre de la convention d'Oviedo, qui est une convention européenne, et plus qu'européenne d'ailleurs, sur le sujet, où en tout cas, nous n'abordons, et nous aurons toujours cette ligne rouge pour les années qui viennent, sur la modification des gamètes. Je voudrais terminer sur un sujet très, très rapidement, qui fait partie de la loi de bioéthique, mais parce que vous allez en entendre parler, et c'est un sujet qu'il faut que vous compreniez bien. C'est la recherche sur l'embryon et les cellules souches. Alors, dès qu'on parle de recherche sur l'embryon, vous voyez tout ce qui est discuté, la vision de l'embryon, etc. Et je voudrais bien vous indiquer, comme on l'a tenté de le faire dans l'avis 129, la dissection qu'il faut faire. D'une part, on a la recherche sur l'embryon, qui peut poser un certain nombre de questionnements, mais en sachant que, vous le savez, il y a beaucoup d'embryons surnuméraires à l'intérieur des stratégies de fécondation in vitro, que ces embryons surnuméraires peuvent être, à partir du moment où ils ne sont pas utilisés pour les couples, rentrent dans des congélateurs. On a des dizaines de milliers d'embryons surnuméraires qui n'ont pas été conçus pour faire de la recherche, mais qui peuvent apporter de l'information pour faire de la recherche. Ils n'ont pas été conçus pour cela, mais ils ont été... Et il y a des vraies questions sur le démarrage. Je vous rappelle que les FIV, la fécondation in vitro, dont on dit que c'est un succès massif, et c'est un vrai succès, néanmoins, le taux de réussite, il est de l'ordre de 35-38%. Est-ce que sur un médicament ou sur un vaccin, on se contenterait de ce type de résultat, hein? Donc, et ce, parmi les meilleures équipes, et y compris dans vos CHU, hein. Bon. Donc il y a un besoin de connaissance, de comprendre comment les différents gènes, au début de l'embryon, l'orchestre d'installation des gènes est en train de se mettre en place, et l'environnement, comment il se met en place. Deuxièmement, il y a des cellules souches. Il y a des cellules souches embryonnaires qui sont issues de l'embryon, puis qui ensuite sont utilisées comme des lignées en continu, parcourent le monde d'un laboratoire à un autre, ont oublié qu'elles sont d'origine embryonnaire, et peuvent se différencier en différentes cellules à partir du moment où on les signalise sur tel ou tel point. Et c'est une stratégie thérapeutique d'avenir considérable, hein, d'être capable de faire différencier les cellules souches vers tel ou tel type de cellules matures, en lui donnant le bon signal. Et on estime, par exemple, que sur une vision de 10-15 ans, peut-être qu'une partie de la chirurgie orthopédique froide, de remplacement du genou, de la hanche, de l'épaule, pourra être remplacée par un passage en hôpital de jour avec une cellule souche à laquelle on indiquera qu'il faut qu'elle se transforme en épaule ou en genou, hein. Donc vous voyez, y compris les retentissements sur le modèle de soins qu'il peut y avoir. On a des cellules souches d'origine embryonnaire, on a des cellules souches d'origine adulte. Et on a cru que les cellules souches, qu'on appelle les IPS, et que ces cellules souches adultes avaient la même potentialité que les cellules souches embryonnaires. En fait, elles sont moins plastiques, moins capables de se différencier, et elles ont des manques par rapport aux cellules souches embryonnaires. Donc, c'est ce qu'on a voulu bien indiquer dans l'avis du CCNE, que sur les cellules souches, d'où qu'elles arrivent, l'embryon ou des cellules souches adultes, c'était pas d'où elles venaient qui était important, c'est ce qu'on allait en faire. Si on les fait différencier vers un remplacement de cellules somatiques pour de la réparation, tout va bien. Si on les fait redifférencier en cellules de type gamète et qu'on reconstitue un embryon à partir de cellules souches différenciées, vous voyez que là, on a franchi la ligne rouge. Et donc, c'est ce type de discussion, et qui est un enjeu majeur pour les équipes françaises dans le domaine de la recherche sur l'embryon et des cellules souches. Et vous voyez qu'il y a des enjeux thérapeutiques qui sont majeurs, qui sont à la clé, parce qu'actuellement, tout est bloqué en France sur ces aspects de recherche sur les cellules souches, parce qu'il y a des empêchements juridiques de la part de grandes associations. Et donc, on a souhaité qu'il y ait une ouverture sur l'utilisation des cellules souches en France, pour que la France reste
dans la compétitivité sur quelque chose qui ne pose pas de problème majeur à partir du moment où il y a une régulation qui les empêche de se retransformer, entre guillemets, en cellules germinales. Et donc, si j'ai consacré là, quelques minutes là-dessus, c'est parce que c'est un sujet qui est très sensible, vous le comprenez bien, et qui soulève, dès qu'on parle de l'embryon, qui ramène même à des choses anciennes qui sont maintenant totalement installées dans notre système de santé. Et il faut que vous compreniez bien tous quels sont les enjeux. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à finir de clarifier cette position, eh bien, il y aura une partie de la science française qui ne sera pas au rendez-vous de ce qui est probablement un point majeur pour des aspects thérapeutiques dans les années qui viennent. Donc voilà. Vous voyez les enjeux d'une loi de bioéthique. Ils peuvent être légers, ils peuvent être très lourds, et ils ne sont pas uniquement sur, comme on a tenté de le faire croire, sur l'ouverture de l'AMP pour les femmes seules ou les couples de femmes, mais que pour nos enfants, petits-enfants pour moi, eh bien les enjeux se situent ailleurs et se situent à cause finalement de ces innovations technologiques majeures. Merci. Merci, monsieur le professeur Delfraissy. Il nous reste à peu près 10 minutes, un quart d'heure pour les questions. Y a-t-il dès maintenant des questions dans la salle? Oui, une main se lève. Et le micro manque à cette main, si quelqu'un peut en apporter un. Ou alors tenter, a cappella. Ah, je ne vous ai pas reconnu. Oui, bien sûr. J'ai une question là. Ce que Jean-François vient d'évoquer concernant les tests. Oui, il le fallait. Prends un micro. Merci. Ce que Jean-François a évoqué concernant la génomique récréative, c'est-à-dire, tiens, je vais savoir quelles sont mes origines, c'est en train de se développer de plus en plus en France. Moi, j'ai 2 expériences là-dessus. La première, c'est une jeune fille, parce que ses parents font de la généalogie, qui décide de leur offrir un petit test en cachette à partir de leur brosse à dents. Et elle s'aperçoit que son père n'est pas son père. Drame familial absolu. Donc, premier exemple, simple. Hein. Et il y avait pas. Ce que je veux dire, c'est que comment une personne comme ça. Comment est-ce qu'elle peut rentrer, avoir l'idée d'avoir un tiers, si c'est du conseil génétique, mais un tiers qui soit intermédiaire. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, alors, avant, il y avait quelques cas comme ça en France. Maintenant, il y a de plus en plus, en particulier dans des laboratoires de recherche qui sont autour de moi. Donc, quelqu'un fait son test parce que c'est très mode. Il y a un bundle, c'est non seulement les ancêtres, mais c'est la santé. Tout ça pour $200. Et il m'appelle à 3h du matin parce qu'il a reçu son test. Et que dans la partie du test, il y a une petite boîte dans laquelle on leur dit ici, vous avez des tests qui vont engager votre responsabilité, la vôtre et celle de votre famille, BRCA1, ApoE, enfin des choses comme ça. Il m'appelle pour dire je fais quoi. Donc là, il y a un besoin réel de tiers de type conseil éthique. Bon, pour la petite histoire, je lui ai dit tu l'ouvres pas, tu fermes ça, puis tu laisses tomber, quoi. Voilà. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut le gérer concrètement, parce que ça pousse énormément en ce moment dans la société. En effet, il y a des pubs là, mais il y a que besoin d'aller sur Internet et instantanément. Et les prix baissent. Là, pour Noël, il y a des promos en ce moment à 90 €. Non, mais je rigole pas, c'est tout à fait sérieux. À 90 € sur ce genre de test. Donc, la question, c'est il y a peut-être un peu urgence à trouver un système. Je pense qu'il faut peut-être un tiers, comme tu dis, mais est-ce que les gens vont penser à se référer à ce tiers, ou est-ce qu'il faut que ce soit absolument obligatoire, lorsqu'on demande un test, que la société qui produise le test demande un tiers de référence? Donc, c'est vraiment une question ultra concrète. Non, évidemment, je n'ai pas la réponse. Tu viens de décrire un peu les enjeux qui sont en train de se poser. Et ça va très très vite. C'est comme dans le numérique et santé. Ça va extrêmement vite parce que les coûts sont en train de baisser et il y a du business et santé derrière. Il ne faut pas se leurrer. Les boîtes ne font pas ça pour les beaux yeux de la société. Elles font ça pour faire du business. Voilà, ce qu'on a nous proposé, en tout cas, c'est d'arrêter de se fermer les yeux. Parce qu'actuellement, la loi interdit. Et puis, circuler, il n'y a rien à voir. Et puis, en fait, les gens font. Et comme la loi ne permet pas de bloquer quoi que ce soit, ou de surveiller quoi que ce soit, ou de condamner quoi que ce soit, et puis faut-il condamner? D'ailleurs, moi, je pense que non. Donc, je pense que l'attitude qui serait de ne pas bouger serait pas réaliste. Voilà.
Après, comment bouger? Notre position est de revenir et de remédicaliser une partie de cet acte, avec les problèmes que ça pose, hein, et qui sont pas résolus. C'est-à-dire que c'est pas un médecin généraliste qui va pouvoir répondre à ça. Enfin, donc, en tout cas, dans un premier temps, il faut probablement quand même quelqu'un qui connaisse un peu ce qui est en train de se réaliser. Et donc, ça passe en effet par les conseillers génétiques qui ont par ailleurs beaucoup de boulot. Mais c'est un enjeu majeur qui permettrait de remédicaliser, entre guillemets, et donc probablement d'ailleurs en même temps d'éviter un certain nombre de tests. Voilà, je ne peux pas aller plus loin, c'est en tout cas la proposition. Jean-François, une question qui va un peu dans le même sens et une anecdote qui illustre ce que tu racontes. Jean Dossé, quand il a fait son HLA et famille dans les provinces, il avait déjà montré que le troisième enfant était souvent pas du père et il avait déjà dû avoir des problèmes de conseil génétique et puis de transmission de l'information à la famille. Donc, et c'était fin des années 50, hein, donc c'était un vieux problème, la génétique est déjà une vieille histoire. Moi, j'avais une question qui est un peu parallèle à la tienne, mais qui est du non récréatif. Dans les laboratoires, on fait de plus en plus de NGS pour des gènes de susceptibilité à la maladie, du séquençage exome, on cherche, et on tombe sur des gènes de susceptibilité d'une maladie génétique ou d'une maladie oncogénique bien connue. Et on est très embêté parce que c'est pas prévu. C'est pas dans le protocole, on ne pouvait pas le prévoir, et on a en face un malade qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais qu'on connaît souvent. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Quels sont les recos dans votre rapport? Oui, c'est une bonne question, je n'ai pas eu le temps de l'aborder, et ça va se produire de plus en plus. De la même façon qu'il va se produire aussi la découverte de mutations sur des gènes de signification inconnue. Hein. Bon, et donc... à partir du moment où ce type de technique est plus généralisé, on va tomber. Alors les deux problèmes ne sont pas les mêmes, mais pour répondre à ta question précisément, eh bien, là aussi, moi je pense que en fonction, alors il n'y a pas de réponse globale autour de ça, parce que c'est, une fois de plus, en fonction de la relation, pas de cause à effet, mais en tout cas de survenue entre la mutation d'un gène et d'une pathologie, les attitudes peuvent se nuancer. Et ben, là aussi, remettons ça dans un contexte médical et de dialogue. La position quand même est d'aborder ce problème, hein, et c'est la position des généticiens américains aussi. Merci Jean-François de cet éclairage très fort, hein, et on se voit bien à un moment donné avec la loi qui dit bah, ça y est, c'est possible de séquencer le génome pour des fins qui sont bien définies et avec un tiers, donc avec un conseil génétique. Donc, maintenant, il faut l'organiser. Qui est-ce qui l'organise ? Comment est-ce que tu penses que c'est possible en France de s'y mettre ? Et quel est, donc c'est écrit partout, hein, c'est les 60 ans des CHU, et on réinterroge pendant ces 2 jours quel est le rôle des CHU et dans le cadre de leur ancrage à l'université. Est-ce que c'est au CHU d'organiser ça et de réfléchir avec leurs partenaires et puis surtout avec les universités pour créer les nouveaux métiers qui vont avec, que tu as bien décrit et qu'il va falloir faire, et donc former des gens? Alors, le CCNE est un organisme consultatif qui est là pour lancer, entre guillemets, des directions, pour donner une certaine vision à un temps donné sur des sujets complexes QS. Bon. Nous n'avons ni la capacité, ni la compétence pour dire ce qu'il faut faire, je dirais, en termes organisationnels. Et ça relève vraiment ensuite d'une discussion de la loi et des décrets d'application de la loi. Hein. Donc la direction, c'est remédicalisons, entre guillemets, ou en tout cas, le mot médicaliser est peut-être fort, mais passons en effet par le conseil génétique et pour que ça soit plus encadré, et mettons globalement un cadre
à ce type de pratique, car si on ne met pas de cadre, eh bien, ça va partir un peu dans tous les sens. Voilà, c'est ça notre position. Après, sur les modalités pratiques, oui, je m'en rends bien compte, parce que je suis quand même un peu docteur, indépendamment d'être à la tête du CCNE. Et je me rends bien compte des enjeux qui vont se poser, du fait que les conseillers génétiques sont en nombre déjà limite, ça dépend des CHU, des CHR, etc. Il faut là aussi ouvrir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin forcément d'être médecin pour être un conseiller génétique. Il y a un nouveau statut des conseillers génétiques qui va se mettre en place. Et puis ça pose bien la question, que vous avez en permanence d'ailleurs, du transfert des métiers. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de métiers qui va se disparaître, où la machine remplace dans une certaine mesure. Il y a là où il y avait X techniciens en biochimie que vous avez tous connus, que j'ai connus quand j'étais jeune, les machines le font, et il y a un transfert de savoir-faire qui se fait sur des nouveaux métiers. Et c'est ces nouveaux métiers qui sont à créer. Sur les modalités pratiques de le faire, je suis incapable de te répondre. Mais voilà. Et ça prendra un peu de temps. Oui, on voit bien ce que pourrait être la loi en France, mais comment exiger de l'officine israélienne ou bien qui est implantée dans l'Ouest américain qu'elle-même demande aux Français qui ont envoyé un prélèvement s'il est bien passé par une procédure médicale. Cette fuite directe que l'on observe aujourd'hui, pourquoi s'arrêterait-elle, puisque les gens veulent du séquençage récréatif, comme ça a été dit? On ne voit pas pourquoi il se coulerait dans ce moule parce qu'il y aurait une loi qui arriverait en France. S'ils ont la possibilité de le faire autrement et de le faire dans un modèle qui est avec un questionnement pris en charge ou pas pris en charge, ce qui est une vraie question, hein, bon. Eh bien, les gens sont quand même pas fous, et accompagnés par une consultation assez simple à obtenir, etc., en tout cas, ça permettra d'avoir une substitution à uniquement une vision commerciale. Là, il n'y a pas d'autre choix. Bon. D'autres questions ? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va en rester là. En tout cas, maintenant que l'homme peut changer l'homme, il ne faut surtout pas changer le professeur Delfraissy.